Chaque soir, avant d'aller me coucher, je regarde une petite boîte en bois que je garde au fond de mon armoire. Elle contient un fragment de mon passé que je n'ai jamais pu laisser derrière moi. Un voile de mariée jauni et une lettre qui n'a jamais été lue par celui à qui elle était destinée. Voici l'histoire du jour où ma vie a pris fin avant même d'avoir vraiment commencé. Je m'appelle Madame Élise, j'ai 79 ans, et je porte dans mon cœur une douleur qui, même après toutes ces décennies, ne m'a jamais quittée. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Je ne suis pas d'accord. Le temps nous apprend seulement à vivre avec certaines cicatrices. Mais certaines douleurs deviennent une partie de nous. J'ai été autrefois une jeune femme pleine de rêves, prête à vivre le plus beau jour de ma vie. Mais en une fraction de seconde, le destin m'a arraché ce que j'aimais le plus, et mon mariage est devenu un enterrement. Je suis née en 1945, dans un petit village tranquille de la région Nouvelle-Aquitaine, appelé Montflanquin. À cette époque, la vie à la campagne était simple mais rude. Je voyais ma mère laver du linge dans le ruisseau pour gagner quelques francs, tandis que mon père travaillait la terre, une bêche à la main, sous le soleil brûlant. Nous n'avions pas de luxe, mais nous ne manquions de rien. Notre maison était petite, avec des murs en torchis et un toit de chaume. En hiver, le vent glacial sifflait à travers les fissures des fenêtres, et je me blottissais contre mes frères et sœurs pour rester au chaud. Pour les femmes, la vie était tracée d'avance. Ma mère m'apprit dès mon plus jeune âge à cuisiner, coudre, tenir une maison, car un jour, je devrais m'occuper d'un mari. Mais cela ne me dérangeait pas, car mon rêve était simple. Trouver un bon homme, me marier, fonder une famille, être heureuse. Je ne demandais pas grand-chose. Je voulais seulement une vie paisible, loin de la tristesse que j'avais vue dans les yeux de ma mère. Le matin du 12 juin 1965, je me suis réveillée le cœur débordant de joie. Mon mariage aurait lieu dans quelques heures. C'était comme si ma vraie vie allait enfin commencer. Ma mère et mes sœurs couraient dans la maison pour finaliser les derniers préparatifs, pendant que j'essayais de maîtriser mes nerfs. Ma peau était chaude, mon estomac noué, et même si j'étais heureuse, une nervosité étrange m'envahissait, différente de toutes les autres fois. « Élise, debout, aujourd'hui c'est ton grand jour !» cria ma petite sœur Sophie, avec un grand sourire. Elle avait 14 ans, débordante d'énergie, et elle disait toujours qu'elle voulait un jour un mariage comme le mien. Je lui souris en tentant de cacher mon émotion. Dehors, mon père affûtait un couteau sur la pierre, prêt à trancher le pain et la charcuterie pour le petit déjeuner des invités. Ma mère, un tablier autour de la taille, remuait une casserole de lait sur le poêle à bois. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait la maison, mêlée au parfum des fleurs que ma sœur aînée, Laurence, avait cueillies dans le jardin pour décorer la table. J'étais assise sur une chaise en bois près de la fenêtre, observant les rayons dorés du soleil entrer dans la cuisine. Tout était parfait. À ce moment-là, j'ai entendu un sifflement près de la barrière du jardin. Mon cœur s'emballa avant même que je ne regarde. C'était Antoine. Il n'aurait pas dû être là. La tradition voulait que le futur marié ne voie pas sa promise avant la cérémonie. Mais Antoine n'avait jamais été du genre à suivre les traditions. Il voulait vivre pleinement. « Tu es bien impatient, mon garçon », grogna ma mère en s'essuyant les mains sur son tablier.
Ce ne sera qu'une minute, Madame Marianne. Je vous le promets, dit-il avec un sourire malicieux. Elle soupira mais ouvrit tout de même la porte. Dès qu'il franchit le seuil, j'eus la chair de poule. Antoine portait une chemise blanche bien repassée, à manches longues et un pantalon noir. Ses cheveux étaient humides, comme s'il sortait juste de la douche, et son parfum. Oh, ce parfum, je m'en souviens encore. Une eau de toilette bon marché, mais pour moi, c'était la plus belle odeur du monde. Il me sourit, et je lui rendis son sourire. « Qu'y a-t-il, monsieur l'impatient » plaisantai-je en croisant les bras. Antoine me regarda avec un éclat inhabituel dans les yeux. Il m'avait toujours regardé avec tendresse, mais aujourd'hui, c'était différent. Comme s'il voulait graver ce moment en lui pour toujours. « Je voulais te voir une dernière fois avant l'autel. On dit que ça porte malheur. Me marier sans t'avoir vu aujourd'hui, ça, ce serait vraiment malheur, répondis-je. Il prit ma main. Ses doigts étaient chauds, solides, sa poigne ferme, comme s'il voulait me dire quelque chose que je ne comprenais pas encore. Je dois encore faire une petite course pour le mariage, une surprise pour toi. Quoi donc? Dis-moi! Il rit et secoua la tête. Si je te le dis maintenant, ce ne sera plus une surprise. Mais je te promets que je serai de retour pour la cérémonie à l'église. Mes yeux brillaient. Antoine avait toujours ses petites attentions. Il n'avait pas d'argent pour offrir de beaux cadeaux, mais il trouvait toujours une façon de me surprendre. « Je t'aime déjà. Tu n'as vraiment rien à me prouver ?»« Je le sais, » dit-il, « mais laisse-moi faire ça pour nous, s'il te plaît. » Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit mon visage entre ses mains et déposa un long baiser sur mon front. Ce fut mon dernier regard, mon dernier contact, mon dernier souvenir de lui vivant. Il franchit la porte, se retourna une dernière fois, m'offrit un sourire et s'en alla. Je me souviens exactement comment le soleil brillait sur son dos alors qu'il s'éloignait sur le chemin de terre. Comment son ombre s'allongeait sur le sol, comment la poussière s'élevait sous ses pas pressés. C'était la dernière fois que j'ai vu Antoine. Le temps s'est figé après son départ. Je suis rentrée dans la maison, un sourire rêveur sur le visage, en pensant à cette fameuse surprise. Une fleur? Un ruban? Un petit cadeau? Je n'avais aucune idée que le destin me réservait une toute autre surprise. Ma mère m'appela pour le petit déjeuner, mais je ne pouvais rien avaler. J'étais si nerveuse, si tendue, que mon estomac semblait fermé à double tour. Les femmes du village commencèrent à arriver chez nous pour m'aider à m'habiller. Madame Agnès, notre voisine de toujours, fixa mon voile avec des épingles. Mes sœurs redressaient les bordures de dentelle de ma robe, et le temps passait. 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Mais Antoine ne revenait pas. Au début, j'ai cru qu'il s'était simplement attardé. Peut-être avait-il été pris dans une conversation avec un ami au marché. Peut-être avait-il croisé quelqu'un en chemin. Mais à mesure que les minutes devenaient en des heures, une oppression commença à grandir dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. Les chuchotements commencèrent. Les femmes échangeaient des regards inquiets. Mon père partit se renseigner. D'abord sur la place du village, puis au marché. Ensuite chez la famille d'Antoine. Rien. Et puis soudain, un homme entra précipitamment dans l'église. Il était pâle, en sueur, essoufflé. Tout se déroula comme au ralenti. Il y a eu un accident sur la route. Une voiture s'est renversée. C'était Antoine. Le monde s'effondra autour de moi.
Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Ma mère hurla. Les femmes se mirent à pleurer. Mes sœurs tentèrent de me retenir, mais mes jambes me lâchèrent. Non, 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 non! J'essayais de courir dehors, mais on me retint. Il fallait que je le voie. Il fallait que je le voie. Mais Antoine ne reviendrait plus. Ce jour-là, mon mariage devint un enterrement. Ma vie changea à jamais. Mais pour comprendre toute la douleur de cette perte, il faut revenir au début, à notre première rencontre. J'avais 17 ans quand je l'ai vu pour la première fois, un samedi matin au marché. Il vendait des fromages et des gâteaux maison, pendant que je faisais les courses avec ma mère. Antoine avait 2 ans de plus. Il avait un sourire chaleureux et un regard si profond qu'il semblait pouvoir lire mon âme. Lorsque nos yeux se croisèrent, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu. Mon cœur a raté un battement, mes mains sont devenues moites, et j'ai su tout de suite. C'était lui, l'homme que je voulais épouser. Les semaines suivantes, je le croisais de plus en plus souvent. Il trouvait toujours un prétexte pour passer devant chez nous, soi-disant par hasard. Jusqu'au jour où il trouva le courage de demander à mon père s'il pouvait venir me voir. À l'époque, les relations amoureuses étaient une affaire sérieuse. Pas de rendez-vous en cachette comme aujourd'hui. Les visites se faisaient au salon, sous l'œil vigilant des parents. Mais peu importait, à chaque rencontre, je tombais un peu plus amoureuse. Antoine était travailleur et d'une honnêteté sans faille. Depuis son enfance, il aidait son père dans les champs et vendait leurs produits au marché pour faire vivre la famille. Il n'avait ni richesse ni propriété, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, un cœur sincère et la promesse d'un avenir digne à mes côtés. Après 2 ans de fiançailles, il me demanda en mariage lors d'un dîner simple avec nos 2 familles. Je m'en souviens comme si c'était hier, la joie que j'ai ressentie. Un mélange de nervosité, de bonheur et de gratitude. Le mariage fut prévu pour le 12 juin 1965. Une date que j'avais tant rêvée, qu'elle ressemblait à un conte de fées qui devenait réalité. Tout fut organisé avec les modestes moyens que nous avions. Ma mère avait cousu ma robe de mariée à la main, à partir de morceaux de tissu qu'elle avait récupérés auprès de la paroisse. C'était une robe simple, mais pour moi, la plus belle que j'ai jamais vue. Le voile finement brodé m'avait été prêté par une voisine qui s'était mariée l'année précédente. Antoine, de son côté, avait acheté un costume de seconde main à un vieux monsieur du village. Il m'avait dit, tout fier, qu'il ne s'était jamais senti aussi élégant. La nuit précédant le mariage, je n'avais pas fermé l'œil. Mon esprit débordait de rêves sur la vie que nous allions construire ensemble. Je m'imaginais lui préparer le café chaque matin, m'occuper de notre petite maison, élever nos enfants. Mon plus grand souhait était sur le point de se réaliser. Le matin du 12 juin, j'étais déjà debout bien avant le lever du soleil. La maison fourmillait de vie. Ma mère finalisait les préparatifs. Mes sœurs m'aidaient à coiffer mes cheveux. L'église était déjà décorée de fleurs cueillies dans le jardin. Tout était parfait. Mais je ne savais pas encore que ce serait le jour le plus douloureux de ma vie. Vers 9 heures, Antoine passa rapidement à la maison pour me dire qu'il devait aller chercher quelque chose de spécial pour la cérémonie. Il voulait acheter une fleur particulière pour mettre à la boutonnière de sa veste. Il m'embrassa tendrement sur le front et dit « À tout à l'heure » devant l'autel.
Ce furent les dernières paroles que j'entendis de lui. 1 heure passa, puis une autre. Midi sonna, et Antoine n'était toujours pas revenu. Le prêtre commençait à s'impatienter. Les invités chuchotaient entre eux. Un sentiment d'étouffement commença à m'envahir. Quelque chose n'allait pas. Et soudain, un homme entra précipitamment dans l'église, haletant, livide. Je n'oublierai jamais ces mots. Il y a eu un accident, sur la route départementale. Une voiture s'est retournée. C'était Antoine. À cet instant, le monde bascula autour de moi. Les voix se firent lointaines. Mon corps s'affaissa. Mes jambes m'abandonnèrent. Antoine n'atteindrait jamais l'autel. Au lieu d'un mariage, il y eut un enterrement. La robe blanche que ma mère avait cousue avec tant d'amour devint le symbole de mon deuil. Le jour qui devait être le plus beau de ma vie devint le plus cruel. Pendant des années, je ne pouvais même plus regarder cette robe. Longtemps, j'ai haï la vie pour m'avoir arraché ce que j'aimais le plus. Je me suis coupée du monde, sans espoir, sans force pour avancer. Je pensais que je ne serais plus jamais heureuse. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. La vie a une façon bien étrange de nous montrer que même dans les ténèbres, il peut y avoir une lumière. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, bien plus tard, quelque chose viendrait bouleverser à nouveau mon existence. Mais cela, je le raconterai plus tard. Tout devint flou autour de moi. Je me souviens de visages figés par la peur, de mains couvrant des bouches, de chuchotements, de sanglots. Mais ce qui résonnait dans ma tête, encore et encore, c'étaient ces mots. Il y a eu un accident. C'était Antoine. Mes jambes m'ont lâché. Mon corps ne m'appartenait plus. La robe que ma mère avait cousue avec tant de soin se couvrit de poussière quand je m'effondrais sur le sol de l'église. Des voix m'entouraient, mais je n'en comprenais plus aucune. Le temps semblait suspendu. « Non, non, non !» murmurai-je en m'agrippant au bras de mon père, qui essayait de me retenir. Il me regardait avec des yeux remplis de douleur, incapable de prononcer un mot. Ma mère, à côté, pleurait, la tête entre les mains. Les femmes du village se mirent à prier. Certaines se réfugièrent dans un coin. D'autres détournaient le regard. Personne n'osait croiser le mien. Jusqu'à ce qu'une voix, une seule, prononce les mots qui brisèrent définitivement mon cœur. « Élise, il n'a pas survécu. » Le reste du monde s'effaça. Je voulais courir vers lui. Je voulais le voir de mes propres yeux. Être sûr que c'était un mensonge. Mais je ne pouvais pas bouger, jusqu'à ce que je sente des bras me soutenir. Mon père et les frères d'Antoine m'avaient rejointe. Ils m'aidèrent à me tenir debout. Mes mains tremblaient, mon corps était mou, mon cœur battait à tout rompre. Mais d'une voix à peine audible, je parvins à demander « Où est-il » Le frère d'Antoine baissa les yeux. Ils l'ont emmené chez sa mère. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis mise à courir, sans réfléchir. Je courais à en perdre haleine, comme si aller plus vite pouvait inverser le cours des choses. Je me souviens que les rues de Montflanquin étaient étrangement silencieuses. Les voisins me regardaient depuis leurs fenêtres. Certaines femmes portèrent la main à la bouche en me voyant passer. Je sentais leur regard, mais je m'en fichais. En arrivant devant la maison d'Antoine, sa mère était assise sur le perron, brisée par la douleur, son chapelet entre les doigts. Quand elle me vit, elle s'effondra en larmes. Et c'est en entrant dans le salon que la vérité me frappa comme un coup de massue. Antoine était là, étendu sur la table en bois, recouvert d'un drap blanc. Mon Antoine,
mon fiancé, mon avenir, et maintenant, plus qu'un corps. Non, non! Ma voix résonna dans toute la maison. Je courus vers lui, saisis ses mains. Elles étaient froides. « Antoine, réveille-toi, tu me l'avais promis, tu me l'avais promis. » Sa mère pleurait à mes côtés. Son père, un homme robuste, était agenouillé près de la table. Il ne disait rien. Mes doigts tremblaient quand je touchais son visage. Ça ne pouvait pas être vrai, mais c'était vrai. Et à cet instant précis, quand je le vis là, sans vie, j'ai compris. Mon mariage s'était transformé en enterrement. Ce même après-midi, au lieu de m'habiller pour l'autel, j'ai enfilé des vêtements de deuil. Ma robe de mariée resta posée sur la chaise dans ma chambre, comme un cruel rappel de ce qui aurait pu être. Ma mère, trop épuisée pour parler, me donna une vieille robe noire qu'une tante avait apportée. Je ne me souviens même plus comment je l'ai mise. Je ne me rappelle que du froid dans mon ventre, de la nausée, du gouffre dans ma poitrine. Toute la ville était présente à l'enterrement. Mais cela n'aurait jamais dû être ainsi. J'aurais dû me tenir dans l'église, entourée de fleurs blanches, pendant que le prêtre bénissait notre amour. À la place, je me tenais devant un cercueil, écoutant la terre tomber sur le couvercle. Le prêtre prononça quelques mots. Je ne les entendis pas. Certains chantèrent un cantique. Je ne l'entendis pas. Je ne pouvais que fixer ce cercueil. Et dans ma tête, ces derniers mots tournaient en boucle. Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, mais je te promets que je serai là pour la cérémonie. Mais il n'est jamais revenu. Et je n'ai jamais su quelle surprise il voulait me faire. Les jours qui suivirent les obsèques furent un immense brouillard. Ma mère essayait de me faire manger, mais tout avait le goût du vide. Mes frères et sœurs tentaient de me changer les idées, mais rien n'avait de sens. La robe de Maria resta suspendue dans ma chambre pendant des jours, jusqu'à ce que ma mère décide un matin de la plier et de la cacher au fond de l'armoire. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et moi, j'ai cessé de vivre. Il faut que tu continues ta vie, ma fille. J'ai entendu cette phrase tellement de fois que j'en ai perdu le compte. Tout le monde pensait qu'avec le temps, j'allais m'en remettre, que je rirais à nouveau, que je rencontrerais un autre homme, que je construirais une nouvelle famille. Mais ce que personne ne comprenait, c'est que j'avais déjà tracé mon avenir. Et dans cet avenir, Antoine était là. Sans lui, le monde avait perdu ses couleurs. Et j'ai commencé à croire que je ne serais plus jamais heureuse. Mais la vie, cruelle et imprévisible, avait d'autres plans pour moi. Et même si j'étais certaine que mon histoire d'amour était à jamais finie, quelque chose allait arriver qui allait tout bouleverser. Mais ça, je le raconterai plus tard. Les premiers jours après l'enterrement d'Antoine furent comme un mauvais rêve dont je ne me réveillais jamais. Je me sentais comme une feuille morte, emportée par le vent, sans direction, sans volonté, sans raison d'avancer. La ville, autrefois pleine de vie, m'oppressait. Chaque rue, chaque recoin, chaque regard portait un poids insupportable. Les gens chuchotaient quand je passais, certains par pitié, d'autres par curiosité. Si jeune, si belle, et déjà veuve sans avoir été mariée. Je ne sortais plus de chez moi. Je passais des semaines enfermée dans ma chambre, fixant le plafond. Ma mère m'appelait pour les repas, mais je n'avais pas faim. Mes frères et sœurs essayaient de me faire sourire,
mais je ne savais même plus comment réagir. Le temps devint un fardeau que je ne pouvais plus porter. La robe de mariée, celle dont j'avais rêvé pendant des mois, reposait maintenant pliée au fond de l'armoire. Ma mère avait essayé de la cacher, mais je savais exactement où elle était. Et je savais aussi que ce souvenir ne me quitterait jamais. Quoi que je fasse pour regarder vers l'avenir, vivre à Montflanquin était devenu une torture. Je ne pouvais faire un pas sans croiser des regards pleins de compassion ou de jugement. Certaines personnes venaient me consoler, mais je savais que le temps continuerait pour elles, pas pour moi. Au marché, les marchands me fixaient en silence. Les voisines, qui autrefois parlaient de robes et de mariage, murmuraient maintenant sur la manière dont je devais me relever. Mais comment se relever après ça? Le dimanche, je faisais un large détour pour éviter l'église. Les cloches qui devaient sonner pour célébrer mon mariage furent les mêmes que j'entendis lors de l'enterrement. Pas de carillon joyeux, mais une plainte étouffée au cimetière. Et chaque fois que quelqu'un disait « Le temps guérit toutes les blessures », j'avais envie de crier, car le temps ne guérit rien du tout. Le temps, au lieu d'apaiser ma douleur, me rappelait chaque jour un peu plus que j'étais seule. Les mois devinrent des années, et je restai prisonnière du passé. Je n'étais plus la même. Après la mort d'Antoine, je n'étais plus que l'ombre de celle que j'avais été. Les filles de mon âge se mariaient, avaient des enfants, construisaient leur vie. Moi, je restais enfermée dans cette maison, enfermée dans mon deuil, enfermée dans un amour qu'on ne m'avait jamais permis de vivre. Je voyais les autres réaliser leurs rêves, et moi, je m'étais arrêtée le jour de l'enterrement d'Antoine. Peu à peu, je me suis retirée du monde. Je ne sortais plus. Je ne parlais à personne. Ma mère répétait sans cesse « Il faut que tu avances, Élise ». Mais comment avancer quand la vie n'a plus de sens? On m'avait proposé un emploi de couturière pour confectionner des robes de fête ou de mariage. J'ai refusé. Je ne voulais plus jamais toucher une robe de mariée. J'essayais d'aider ma mère à la maison, mais chaque assiette lavée, chaque drap étendu, chaque pain pétri me ramenait à Antoine. Tout me faisait penser à lui. Absolument tout. Les nuits étaient les pires. La maison devenait silencieuse. Tout le monde dormait. Et moi, je restais seule avec mes pensées. Souvent, je m'asseyais sur la véranda, au milieu de la nuit, fixant le chemin où je l'avais vu pour la dernière fois. Je rêvais qu'il revienne. Je voulais croire que tout ça n'était qu'une erreur. Mais il ne revenait jamais. Avec les années, la pression sociale grandit autour de ma famille. J'avais bientôt 26 ans, et à cette époque, cela faisait déjà de moi une vieille fille. Ma mère commença à insister pour que je rencontre d'autres hommes. Des voisines me présentaient à des célibataires du village. Elles disaient « Tu es encore jeune, tu mérites une seconde chance. » Mais comment? Je n'avais jamais pu laisser partir Antoine. Chaque fois que quelqu'un évoquait un autre homme, mon estomac se nouait. Je ne voulais pas d'un autre amour. Je ne pouvais pas. Antoine gardait toujours sa place dans mon cœur. Pendant près de 10 ans, j'ai vécu ainsi, prisonnière, seule. Mais la vie a ses mystères. Alors que j'étais persuadée que mon histoire n'était que tristesse, que plus rien ne pouvait m'arriver, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur l'amour et le destin. Les années passaient, la douleur ne disparaissait pas, mais elle s'installait plus profondément en moi,
comme un poids que je portais chaque jour. Je m'étais habituée au silence de la maison, à la solitude, aux nuits sans sommeil à fixer le plafond, à imaginer ce que ma vie aurait été si Antoine était arrivé jusqu'à l'église ce jour-là. Mes journées étaient toujours les mêmes. J'aidais ma mère à la maison. Je descendais faire quelques courses à l'épicerie du coin. Puis je retournais m'enfermer dans ma chambre. Les jours étaient gris, monotones, identiques. Jusqu'à un matin de 1974. Un matin comme tant d'autres. Ma mère m'avait demandé d'aller au marché, chercher quelques provisions. Comme je ne sortais presque jamais, cela faisait des mois que je n'avais pas mis les pieds dans le centre de Montflanquin. Mais ce jour-là, elle insista. « Élise, il faut que tu prennes l'air. Va chercher un peu de farine et du café, je t'en prie. » J'avais envie de refuser, mais je ne voulais pas la décevoir. Alors j'ai mis une robe simple, attaché mes cheveux, et je suis partie. Marcher dans les rues du village après tant de temps me semblait étrange. Je sentais les regards se poser sur moi. Certains murmuraient, d'autres détournaient les yeux. J'avais l'impression de porter encore ce fardeau. La mariée qui ne s'était jamais mariée. Mais c'est sur le marché que ma vie a changé. Alors que je choisissais quelques petits pains, j'ai entendu une voix douce et calme derrière moi. « Bonjour, madame. » Je me retournai et vis un homme grand, au regard posé et au sourire discret. Il portait une chemise simple, les manches retroussées, et tenait un sac de provisions. « Bonjour, » répondis-je brièvement. Il me regarda un instant, puis demanda. « Excusez-moi, mais vous ne seriez pas la fille de Madame Marianne ?» Je fronçai légèrement les sourcils. « Si, c'est bien moi. » Il sourit. « Je m'appelle Rémi. Je viens tout juste de m'installer ici. Ma mère parlait souvent de votre famille. » Rémi. Ce prénom ne me disait rien, mais il y avait quelque chose chez lui qui me toucha. Peut-être sa façon respectueuse de parler, ou ce regard tranquille qui me rappelait un peu celui d'Antoine. Nous avons parlé quelques minutes. J'ai appris qu'il venait de s'installer au village, après avoir vécu plusieurs années à Bourges, où il travaillait comme comptable. Il aidait désormais son oncle, qui avait ouvert une boutique de tissus au centre du village. Il était différent. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait avec attention. Il ne forçait rien et ne laissait aucun silence pesant s'installer. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de nouveau au fond de moi. Quelque chose de léger. Comme si l'espace d'un instant mon cœur fatigué s'était remis à battre. Après ce jour-là, j'ai commencé à croiser Rémi plus souvent. Il passait régulièrement devant chez nous et discutait parfois avec mon père de travail ou de choses du village. Ma mère s'en rendit vite compte et commença doucement à m'encourager. « C'est un homme bien, Élise. Peut-être que c'est un signe d'en haut. » Mais je refusais d'y croire. La peur me rongeait. Et si je m'ouvrais à nouveau, et que la vie me reprenait encore ce que j'aimais? Cette douleur, je ne pourrais plus la supporter. Alors je me suis refermée. Je ne suis plus allée au marché. J'évitais les endroits où je risquais de le croiser. Mais Rémi n'abandonna pas si facilement. Un après-midi, il se présenta à notre porte. Ma mère alla ouvrir, puis m'appela. Quand je suis arrivée, il était là, debout avec un livre dans les mains. « Je ne veux pas vous déranger, » dit-il, « mais j'ai entendu dire que vous aimiez lire. Peut-être que celui-ci vous plaira. » C'était un recueil de poèmes, simple, mais plein de sensibilité.
J'ai hésité. Je ne voulais pas l'accepter. Mais quand j'ai croisé son regard, j'ai compris qu'il ne cherchait pas à me séduire. Il ne voulait rien forcer. Il voulait juste que je retrouve le sourire. Et pour la première fois depuis presque 10 ans, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à un sourire apparaître sur mon visage. À partir de ce jour-là, Rémi passa un peu plus souvent. Il ne cherchait pas à m'impressionner, ne parlait jamais du passé. Il me traitait avec respect et patience. Nous avons commencé à discuter davantage de la vie, des livres, des rêves que j'avais autrefois et que je pensais ne plus avoir le droit d'avoir. Et peu à peu, quelque chose changeait en moi. Le deuil était toujours là. L'absence d'Antoine planait encore. Mais pour la première fois, j'eus l'impression que je n'étais peut-être pas condamnée à rester prisonnière de ce que j'avais perdu. Peut-être qu'il y avait encore quelque chose de beau qui m'attendait. Peut-être que c'était là, quelque part, plus loin sur le chemin. C'est alors que j'ai compris que j'avais le choix. Je pouvais rester enfermée dans le passé, dans une douleur qui ne me lâcherait jamais. Ou bien, je pouvais m'autoriser à revivre. Pour la première fois en presque une décennie, j'envisageais la possibilité d'ouvrir à nouveau mon cœur. Mais en étais-je capable? Étais-je prête? Je ne le savais pas. Mais la vie était sur le point de me donner la réponse. Les jours passaient, et Rémi restait. Il ne s'imposait jamais. Il ne cherchait pas à me convaincre. Il attendait. Il attendait que je sois prête à laisser le passé en paix. Mais le passé ne s'efface pas si facilement. Et aussi fort qu'un côté de moi désirait un nouveau départ. L'autre criait que je n'en avais pas le droit, que permettre à un autre homme de m'aimer serait une trahison envers la mémoire d'Antoine. Ce conflit intérieur m'a rongé pendant des mois. Tout le village en parlait déjà. Les voisines chuchotaient au marché. Les hommes en discutaient chez le coiffeur. Est-ce qu'Élise va enfin tourner la page? Je faisais semblant de ne rien entendre, de ne pas y prêter attention. Mais, au fond, l'opinion des autres n'était pas ce qui me préoccupait le plus. Ce qui me hantait vraiment, c'était la culpabilité. Car au fond de moi, je le voulais. Je voulais mieux connaître Rémi. Je voulais savoir ce que ça faisait de sourire sans douleur. Je voulais savoir s'il était possible d'aimer de nouveau, sans oublier le passé. Mais si le destin me l'enlevait encore une fois, et si je m'ouvrais, juste pour être brisée à nouveau, et si je n'étais pas prête? C'est ainsi que j'ai vécu, des mois durant, déchirée entre l'envie et la peur, jusqu'au jour où quelque chose se produisit. Quelque chose qui me fit comprendre que je ne pouvais pas rester enfermée dans ce qui avait été, que peut-être la vie me réservait encore une chance d'être heureuse. C'était un après-midi d'octobre 1974, quand ma mère m'appela depuis le jardin. « Élise, viens. J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. » Je la regardais, surprise. Ma mère n'était pas du genre à cacher des choses. Elle tenait une petite boîte en bois, celle que j'avais oubliée, enfouie depuis des années au fond de l'armoire. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je savais ce qu'il y avait dedans. Mon voile de mariée. Et autre chose. Elle ouvrit le couvercle et sortit une enveloppe jaunie. « C'était caché dans ta robe de mariée, » dit-elle. « Nous l'avons trouvé en rangeant tes affaires. Après le drame. Mais tu étais si mal que nous n'avons jamais eu le courage de te la montrer. » Mes mains tremblaient quand je pris l'enveloppe. L'écriture sur le devant, je l'aurais reconnue entre mille. Antoine. Ma poitrine se serra. Je tombai à genoux,
incapable de respirer. J'avais peur de l'ouvrir, mais je savais que je devais le faire. D'un geste tremblant, je déchirai le bord et sortis le papier plié à l'intérieur. La première ligne me frappa comme un coup de tonnerre. Ma chère Élise, les larmes commencèrent à couler avant même que je puisse lire la suite. Mais j'ai continué. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis probablement plus à tes côtés. Peut-être ai-je eu tort d'attendre si longtemps pour te l'écrire. Mais je voulais que tu saches combien tu as changé ma vie. Mon cœur battait à tout rompre. Depuis le moment où je t'ai vu, j'ai su que tu étais le grand amour de ma vie, et je n'en ai jamais douté. Mais je savais aussi que la vie pouvait être imprévisible. Alors, si jamais le destin devait nous séparer, promets-moi une chose. Continue à vivre. Ne laisse pas le chagrin te voler les années qu'il te reste. L'amour que nous avons partagé était magnifique, mais il ne doit pas devenir une prison. Tu mérites de rire. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'aimer à nouveau. La lettre glissa de mes mains et tomba sur mes genoux. Je pleurais comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Parce que, pour la première fois, j'eus le sentiment que j'avais peut-être le droit d'avancer. Peut-être qu'aimer à nouveau n'était pas une trahison. Peut-être que c'était exactement ce qu'Antoine aurait voulu pour moi. Ce soir-là, je suis restée assise sur mon lit, fixant le plafond. Toutes ces années, j'avais attendu un signe pour me dire que j'avais le droit de continuer. Et ce signe était venu, de la façon la plus inattendue. Je devais faire un choix, et il n'y avait que deux options. Soit je restais enfermée dans le passé, condamnée à un deuil éternel, soit je m'autorisais à vivre encore et à découvrir ce que la vie pouvait encore m'offrir. Et alors, pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé le courage. Le lendemain, j'ai enfilé une robe bleu clair toute simple et je suis allée à la boutique de tissus où travaillait Rémi. Quand je suis entrée, il leva les yeux, surpris. Je n'étais jamais venue le voir. Il s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de moi. « Élise, tout va bien ?» Je pris une grande inspiration. Je me demandais, « Est-ce que tu voudrais te promener avec moi cet après-midi, sur la place du village ?» Il cligna des yeux, déconcerté, comme s'il n'avait pas tout de suite compris. « Tu veux dire, avec toi ?» « Oui. » Il ne posa pas de questions. Il sourit simplement et hocha la tête. « Je passe te prendre à 15 heures. » Et à ce moment précis, quelque chose changea en moi. Pour la première fois depuis près de 10 ans, je m'autorisais à être vraiment avec quelqu'un. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était un pas dans la bonne direction. Et peut-être le début de quelque chose de beau. Cet après-midi d'octobre 1974, lorsque je franchis le seuil pour retrouver Rémi, je sentis à nouveau mon cœur battre dans ma poitrine. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Le vent soufflait doucement, les feuilles mortes bruissaient sur le trottoir. Le ciel était d'un bleu limpide, une couleur que je n'avais plus vraiment remarquée depuis longtemps. Je marchais jusqu'à la place du village de Montflanquin, là où nous nous étions donné rendez-vous. Je m'assis sur le banc en bois, juste à côté de l'église, ce même endroit où des années plus tôt j'avais rêvé d'un avenir qui n'était jamais venu. Et puis il arriva. Rémi portait une chemise claire et un pantalon en lin. Lui aussi avait l'air un peu nerveux. Quand il me vit, il sourit. Un sourire timide, doux. J'étais heureuse de son invitation. Je le sentais, sans avoir besoin de mots. Je réapprenais à parler, à ressentir, sans peur.
Il s'assit à côté de moi, et pendant quelques instants, nous sommes restés là, simplement, ensemble. Nous observions la vie sur la place, les rires des enfants qui jouaient, les anciens qui discutaient sur les bancs, les femmes revenant du marché, les bras chargés. Après quelques minutes, il rompit le silence. « Tu sais, je ne voulais jamais te brusquer. » Je hochai doucement la tête. « Je le sais. » Il inspira profondément, puis poursuivit. « Je n'ai jamais voulu remplacer quoi que ce soit dans ta vie, Élise. Je voulais juste que tu saches qu'il y a encore de belles choses à vivre, et si un jour tu le ressentais, alors je voulais être là. » Je fermai les yeux un instant. Mon cœur semblait plus léger. Je pris une grande respiration avant de répondre. Je crois que je suis prête à le découvrir. Il ne répondit rien. Il se contenta de prendre délicatement ma main, comme s'il comprenait que, pour moi, ce geste seul était déjà immense. Et c'était vrai. À cet instant, je réalisais que, pour la première fois en presque 10 ans, je ne ressentais pas de culpabilité. Je ressentais de la légèreté. Et c'était suffisant pour faire ce premier pas. Après cet après-midi sur la place, Rémi et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Rien n'était précipité. Il n'y avait pas d'attente, juste des conversations, des sourires doux, de petites balades dans les ruelles du village. Et peu à peu, mon cœur commença à s'ouvrir à nouveau. Je commençais à comprendre, lentement. Avancer, ce n'était pas trahir, car avancer, ce n'était pas oublier Antoine. C'était honorer la vie qu'il avait souhaitée pour moi. Et quelque part au fond de moi, je le savais, il serait heureux pour moi. Le temps passa, et en 1976, Rémi me demanda en mariage. Quand il prononça ces mots, mon cœur s'arrêta un instant. « Élise, je t'aime, et je veux construire une vie avec toi. Je sais que ton cœur gardera toujours une place pour le passé, et je respecte cela. Mais j'aimerais faire partie de ton avenir. Veux-tu m'épouser ?» C'était la question que j'avais redoutée pendant si longtemps, car j'avais toujours cru que je ne pourrais plus jamais dire oui. Mais quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai su que j'étais prête. Et pour la première fois depuis 1965, j'ai dit oui. Le 12 juin 1976, exactement 11 ans après le jour où mon monde s'était effondré, je me suis mariée. Mais pas d'église, pas de robe blanche, pas de grande fête. Cette fois, je voulais que ce soit différent. Nous nous sommes mariés à la mairie, lors d'une cérémonie simple, entourée seulement de notre famille et de nos plus proches amis. Ma robe était bleu clair, sans dentelle, sans voile, sans souvenir d'autrefois. Et quand j'ai regardé Rémi, j'ai su. Je suis exactement là où je dois être. Ce n'était peut-être pas l'histoire dont je rêvais quand j'étais petite fille, mais c'était une belle histoire. C'était ma seconde chance. Et je l'ai acceptée le cœur ouvert. Les années ont passé. Rémi et moi avons construit une vie ensemble, une maison modeste, un foyer chaleureux. Nous avons eu 2 enfants qui ont apporté de la lumière dans des jours qui autrefois étaient sombres. Mais jamais, à aucun moment, je n'ai oublié Antoine. Il a toujours vécu en moi, dans mes souvenirs, dans mes pensées. Mais il n'était plus une douleur. Il était une belle page de mon histoire. Une page qui m'avait appris à aimer. Et finalement, ce n'était pas un adieu. C'était un nouveau départ. Aujourd'hui, j'ai 79 ans. Et cette petite boîte en bois est toujours au fond de mon armoire. Le voile de mon premier mariage y repose encore. Et la lettre d'Antoine aussi.
Et lorsque je ferme les yeux et repense à tout ce que j'ai vécu, je réalise que mon cœur a eu de la place pour deux grands amours. Et aussi douloureux que cela ait été, la vie a aussi été généreuse avec moi. Car au final, je n'ai pas eu la fin que j'attendais. J'ai eu la fin dont j'avais besoin.